Salut tout le monde et ravi de vous retrouver sur Mastering AI. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant qui concerne la différence entre l'IA qui se fait en recherche contre celui en entreprise. C'est un sujet très intéressant particulièrement pour ceux qui sont soit en fin de cycle d'études supérieures spécialisés dans le domaine de l'IA ou de la data science, ou même pour ceux qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent orienter la suite de leur carrière dans le domaine de la data et de l'IA. Alors, d'un côté, on a les modèles impressionnants qu'on retrouve dans les articles, les démonstrations impressionnantes et les benchmarks de pointe, et de l'autre côté, on a la réalité du terrain comprenant un grand nombre de contraintes, les enjeux de coût, de fiabilité et même de scalabilité. Alors, malgré les concepts scientifiques solides qui le sous-tendent, on peut se demander pourquoi un modèle qui brille en laboratoire peut échouer en entreprise. Et qu'est-ce qu'on sacrifie pour passer de l'expérimental pour le concret? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 éléments suivant lesquels diffère l'IA qui se fait en recherche de celle qui se fait en entreprise. Ceci vous permettra de comprendre les différences, les défis et les grands enjeux qui peuvent vous motiver à vous lancer dans un environnement comme dans l'autre. Alors comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu. La première différence concerne les objectifs ou requirements. En recherche, le but est généralement de trouver le modèle qui superforme tous les autres modèles de l'état de l'art sur un dataset donné. Ceci étant dit, dans le but d'améliorer ne serait-ce qu'un peu la performance d'un modèle donné, les chercheurs vont généralement privilégier l'utilisation des modèles beaucoup plus complexes. Par contre, en entreprise, les objectifs varient en fonction des parties prenantes. Si vous prenez par exemple une application de recommandation de restaurant qui se fait de l'argent en prenant une quote-part de chaque commande passée à un restaurant via l'application, en plus des ingénieurs de machine learning, on peut avoir l'équipe de vente, l'équipe de produit ou même le manager comme partie prenante. Les ingénieurs de machine learning voudront mettre en place un modèle qui sera capable pour un client donné de prédire le restaurant qui a le plus de chances de correspondre au client donné, ceci en entraînant un modèle de machine learning plus ou moins complexe sur beaucoup de données, tandis que l'équipe de vente voudra un modèle qui recommandera presque toujours le restaurant le plus cher afin de faire gagner le maximum d'argent à l'application. D'un autre côté, tu auras l'équipe produit qui voudra un modèle qui recommandera un restaurant le plus rapidement possible au client, ceci afin de réduire la latence. Et finalement, tu auras le manager qui de son côté a pour objectif de maximiser les profits et de réduire les coûts. Et un moyen de le faire pourrait carrément être de virer toute l'équipe data. Donc tout ceci étant dit, vous conviendrez bien avec moi que vous pourrez utiliser différents modèles de machine learning pour satisfaire chacun de ces objectifs. Donc le fait que les objectifs en entreprise diffèrent énormément de ceux en recherche dans la mise en place d'un modèle de machine learning peut vous faire comprendre pourquoi un modèle de machine learning implémenté en recherche, bien que très performant, peut ne pas suffire en entreprise. La deuxième différence concerne la priorité de calcul. En recherche, on préférera un modèle qui a la capacité de s'entraîner très rapidement. Pour ce faire, on optera pour des méthodes comme du batch learning qui vise à traiter une grande quantité de données au cours d'une seule itération de l'algorithme d'apprentissage. Et en termes d'implémentation concrète, on pourra utiliser le concept de parallélisation qu'offrent plusieurs langages de programmation. En entreprise, par contre, on va mettre l'accent sur la rapidité d'inférence. Le but étant d'avoir un modèle en production qui sera capable de répondre rapidement à une requête de prédiction. De ce fait, à contrario de la recherche, on va éviter le concept de parallélisation dans les requêtes de prédiction, ceci afin de réduire la latence. Le troisième élément de différenciation concerne le dataset. En recherche, le dataset est généralement bien formaté, bien propre, ce qui permet de se concentrer beaucoup plus sur le développement du modèle. Ils sont généralement statiques par nature afin que la communauté puisse utiliser le même dataset pour pouvoir explorer et comparer différentes techniques. Ce qui signifie que de nombreuses personnes ont déjà utilisé et analysé le même dataset et que sa particularité est déjà connue. Il peut même déjà exister des scripts permettant de pré-traiter ces données et de les incorporer directement dans votre modèle. En entreprise, par contre, lorsque les données existent, sont très souvent non structurées, bruyantes, en constante évolution et probablement biaisées, et il est fort probable que vous ne sachiez même pas comment. Les labels, si elles existent, peuvent être déséquilibrés, incorrects et même rares. Et l'évolution des besoins dans le projet peuvent même vous pousser à changer en partie ou même en totalité ces labels. Et de plus, si vous travaillez sur des données des utilisateurs, il faudra vous préoccuper des aspects de confidentialité et de réglementation. Une autre différence est qu'en recherche, les données que vous utilisez sont généralement à caractère historique ou passé, tandis qu'en entreprise, les données sont non seulement historiques, mais également sont mises à jour de façon constante. Le quatrième élément de différenciation est l'équité. En effet, en recherche, les questions d'équité sont généralement mises de côté au profit de la performance avec l'idée qu'on s'en préoccupera plus tard une fois en production. Mais une fois à ce stade, il est généralement trop tard. La difficulté étant que contrairement à la précision ou à la latence, il n'y a pas de métrique très claire pour pouvoir mesurer l'équité. Pourtant, les algorithmes peuvent avoir des impacts très graves et même très injustes, comme par exemple refuser un prêt à cause d'un code postal, rejeter un CV sur la base du nom, ou fixer des taux d'intérêt biaisés. Le fait est qu'une fois mis en place, ces systèmes ne prédisent pas le futur, mais reproduisent les biais du passé et une fois déployés à grande échelle, ils peuvent discriminer massivement et très généralement au détriment des minorités. Malgré que beaucoup d'entreprises reconnaissent l'importance de ce critère, très peu prennent des mesures pour pouvoir le mettre en place. Le dernier critère concerne l'interprétabilité.
En effet, contrairement à d'autres technologies que l'on utilise au quotidien sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent, comme un micro-ondes ou une plaque à induction, beaucoup restent tout de même méfiants en ce qui concerne l'IA, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes pour leur vie. Malgré cela, en recherche, on va toujours privilégier la performance au détriment de l'interprétabilité. Et ceci se voit à travers le fait que l'on accepte de complexifier davantage les modèles si cela nous permet de gagner en performance. Par contre, en industrie, expliquer pourquoi une décision a été prise est parfois très indispensable. Ceci afin de créer de la confiance, détecter les biais, mais surtout pour pouvoir permettre aux développeurs de corriger et d'améliorer le système. Malgré cela, de nos jours, très peu d'entreprises travaillent activement à rendre les algorithmes plus explicables. Vous convenez maintenant avec moi que le machine learning en recherche et en entreprise, c'est deux mondes différents. Que ce soit en termes d'objectifs, de priorités de calcul, de caractéristiques du dataset, de l'importance de l'équité ou de la nécessité d'interprétabilité, l'univers de l'entreprise et de la recherche présente deux manières complètement différentes de travailler dans le domaine du machine learning et de l'IA. Alors, si tu te questionnes sur quel environnement choisir, j'espère que cette vidéo te aura donné le minimum nécessaire pour pouvoir faire ton choix. N'hésite donc pas à liker la vidéo et à t'abonner pour d'autres concepts sur le machine learning et sur l'IA en général. À très bientôt sur Mastering AI.